Bonsoir. Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas et pour l'occasion, Abidjan se part de ses plus beaux attributs. Les populations auront droit cette année encore au désormais traditionnel Abidjan Ville Lumière. Les détails des festivités au cours de cette émission. En sport, le clan Jacques Anouma est en ordre de bataille pour la présidence de la CAF. L'ex-homme fort du football ivoirien a officiellement annoncé sa candidature hier et retour tout à l'heure sur cette cérémonie qui se déroulait, je rappelle, à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères. Et ce soir, nous recevons Abdoulaye Dieng, il est président du Conseil national de l'Ordre des architectes. Ensemble, nous reviendrons sur le rôle de l'architecte en Côte d'Ivoire et de sa place dans le milieu de la construction immobilière. Débats et analyses, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Life Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, bonsoir tout le monde, bonsoir à vous mesdames et messieurs, bonsoir à vous très chers amis autour de cette magnifique table, ce magnifique décor. On a parlé d'Abidjan Ville Lumière, mais on a aussi le talk en lumière. Bonsoir Serge Pachi, comment ça va? Bonsoir Brice, je vais bien, merci à vous. Ah, très très bien. Sophie Aïda, Yes, content de vous retrouver. Oui, moi aussi. Contente d'être là. C'est ça, en diagonale, Sophie Aïda, Rihanna Assi. Bonsoir. Brice. Alors, c'est le jardin d'Éden, je pense. quelqu'un nous explique C'est la diagonale Les florale. fleurs, la diagonale florale. On annonce les festivités. Les fêtes de fin d'année, c'est Ouais. Voilà, donc c'est... Avec C'est des celebration. Et donc It's sun celebration. Yes. Dun, dun, dun. le thème, Vous la connaissez, cette c'est féerie, fleurs. Oui, sauf que ça ne me rajeunit pas vraiment. Colin Je préfère de Gain. vous laisser seul Moi, dans je cet connais pas. exercice qui ne vous rajeunit pas. Vous connaissez pas ça? Moi, je connais pas. Celebration, Cool and the Gang. Come on. Dun, 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 dun. Ah, je connais. Sun celebration. Avec les boules et tout là, on est vraiment à l'ère disco. Ouais. C'est génial. On rend hommage au décor. Edith Broubleu. Bonsoir, comment allez-vous? Comment ça va, Edith Broubleu? Très bien. En diagonale, en noir. En noir, oui. Ouais. Il faut encadrer les fleurs. Dis donc. Exactement. Bah, ça Donc, me fait, je vous sais êtes pas les pourquoi, mais ça me fait... Ah bah super, merci. Non, C'est c'est- vous les Attends, beaux. tu- Ah bah toi aussi. Tu gâtes mes compliments. Attends. très bien. Ça me fait vraiment penser au jardin d'Éden. Oui. Parce que qui dit jardin dit serpent. Mais Ouais, qui est c'est ça. Adam, qui est Ève Waouh, alors c'est qui le Il serpent? paraît que les serpents n'avaient pas dit son dernier mot. C'est que- Il entend bien donner sa version des faits. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas entendu. Ouais, ça, c'est le serpent. Rihanna Assi, quelle est notre petite info du jour avant La de commencer? petite info de la petite fourmi ce soir va parler d'incivisme au volant, donc sur la route, parce qu'on est en période de fête et on sait combien ce sont des périodes qui sont très risquées. On a beaucoup d'accidents, on en entend parler. Et parmi ces accidents, je vais vous parler de cet accident qui a eu lieu donc, sur l'axe Grand Bassam-Beaunois. Et c'est un chauffeur de Woro Woro, donc les taxis communaux, qui a heurté, donc qui est entré en collision avec deux personnes qui malheureusement ont perdu la vie. C'était une jeune dame de 23 ans seulement avec son fils de 3 ans. Ils sont morts sur le champ. Voilà. Et le pire, c'est qu'il s'est enfui. Donc c'est vraiment l'occasion de sensibiliser à la prudence au volant et pour les piétons et pour les conducteurs. Et vraiment, il faut quitter de cette frénésie, cette euphorie qui marque les temps des fêtes et puis garder une certaine forme de vigilance. Non, mais la phrase à donner, c'est pendant les fêtes, on n'est pas immortel. Exactement. Voilà, il faut bien que les gens C'est comprennent. clair. On est content, C'est mais on n'est clair. pas immortel. Et j'ai envie de dire que 2020 nous a montré de toutes les couleurs. On aimerait finir cette année quand même en beauté et puis entrer dans de meilleures conditions. Parce qu'on veut 2021. fêter, on a besoin d'être prudent, très très prudent. Tout à fait. Donc, Il est important de rappeler à tous les automobilistes qu'il faut, qu'il faut être discipliné. De toute façon, on veut voir les fêtes, donc même si on court pour les courses, il faut faire attention, respecter les feux, respecter les piétons, parce qu'eux aussi, ils ont le droit de pouvoir se déplacer. Donc, Ouais. En tout cas, Dans le pour deuxième. parler de notre conducteur, il s'est enfui, mais une enquête est ouverte et on attend de voir ok. la suite. Et on va le retrouver. Inch'Allah. On espère qu'on va vous trouver. Bon, j'ai une autre info, une bonne nouvelle cette fois, une annonce, c'est le retour des lifeuses. Enfin, j'ai envie de dire, les Yes. lifeuses sont présentes. Regardez. Vous les attendiez, elles sont là. Les lifeuses débarquent. Coco Emilia, la force tranquille, Emma Loès, la lionne, Sui Fatem, la petite princesse et la redoutable Nathalie Koa. Glamour, sexy, belle et provocatrice à souhait. Au-delà du faste et du bling, les lifeuses sont impitoyables en affaires. Non, ferme le portail là!
Réussiront-elles à joindre leurs forces pour un même projet? Découvrez ces 4 divas dans votre nouvelle télé-réalité 100% influenceuse et 100% africaine. Les Lifeuses, à voir à partir du samedi 26 décembre à 21h en exclusivité, seulement sur Live TV. Rendez-vous attendu, hein, celui des Lifeuses. Ah, j'ai envie de dire enfin, à partir du 26 décembre, c'est samedi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et dès demain, pour ceux de l'étranger, donc il y aura une plateforme sur laquelle ils pourront donc regarder, avoir des Les gens infos. avaient peur Ah, justement de ça. Trop de messages, hein. Ah oui. On les voyait sur toutes les, même sur nos posts. Et les Lifeuses, c'est quand? Et nous, au Cameroun, on fait comment pour voir ça? Et nous, si on est au Canada? Donc c'est top qu'il puisse y avoir une plateforme pour les personnes. Ouais. Ça sera bien. Mais je veux dire, c'est rien à côté de ce qu'on va voir en exclusivité, Exactement. de ce qu'on va voir avant tous les autres. Donc, Et là, on ne voit que la bande-annonce, mais c'est magnifique. C'est La magnifique. qualité Oui, ça d'image, donne- les couleurs et tout ça, franchement, c'est une belle surprise. même nous, on a hâte. Ouais. Ils ont refusé qu'on regarde. On a voulu avoir des... Ils ont dit non. Donc là, ça sera une vraie télé-réalité à l'ivoirienne. À Avec l'Afrique. à l'africaine, bien sûr. Voilà. Il ne faut pas chercher Sophie Aïda sur ce terrain-là. Il ne faut pas la chercher, s'il vous plaît. L'africaine. Bon, on va débuter cette soirée avec un tour de l'actualité locale et internationale. C'est dans le Live Actu. Abracadabra, lumière. Lancement donc de l'édition 2020 d'Abidjan Ville Lumière. Et effectivement, à Abidjan Ville Lumière, on aura droit je pense jusqu'au mois de janvier à cette, on va dire, inondation de lumière un peu partout dans la ville d'Abidjan. Et le lancement a eu lieu aujourd'hui, donc mardi 22 décembre, au rond-point de la mairie d'Abobo. Donc ça s'est passé sous le haut parrainage de la première dame de la République de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Et c'était également en présence de plusieurs représentants d'institutions et notamment des membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui, rappelons-le, est également le maire de la commune d'Abobo. Donc je pense que le public était également présent. On a pu voir leur joie à travers le reportage qui se passait également en direct. Donc ça promet. Je pense qu'on est habitué à cette célébration, à cette inauguration également qui annonce les festivités de fin d'année en lumière dans toute la ville d'Abidjan. Donc vous aurez l'occasion de le voir soit sur les différents ponts, sur les principales artères de la ville. Et on aura droit également le 31 décembre au coup final, en tout cas, à l'apothéose avec les feux d'artifice qui vont réunir au bord de la lagune, la population abidjanaise. Moi, ma voisine, elle dit souvent, elle me disait il y a quelques jours, tiens, je n'ai pas encore senti les fêtes. Et je crois que c'est un des éléments. Oui, c'est peut-être le coup de moi, départ. c'est mon petit bémol. Je trouve que ça intervient un peu tardivement cette année, je pense, parce que effectivement, ça vous plonge tout de suite dans les ambiances de fête quand vous voyez ça autour de vous et vous avez vraiment l'impression d'être dans la féerie des fêtes. Allez, aujourd'hui, on est au 22. Allez, c'est pas plus mal, mais bon. Par contre, depuis 2011, on est quand même ébloui par toutes ces lumières, justement, c'est toujours assez féerique. Mais je ne sais pas, cette année, je trouve qu'il y a quelque chose qui manque. J'ai regardé un peu le live, justement, de la cérémonie et tout ça. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, cette année, il y a quelque chose en moins. Non, mais c'est pas ça, il y a même une petite note de sobriété par rapport à C'est ça. Moi, je dirais même, au-delà de la sobriété, j'ai vu les visages, mais c'est de la tristesse un peu. Mais bon, c'est à l'image de cette année de 2020 qui se termine. Cette cérémonie-là s'est faite avec des personnalités qui étaient toutes en masque, parce que voilà, c'est Covid, on est dans une période de fin d'année. N'oubliez pas qu'autour de nous, notamment au Mali, au Togo, on a des populations qui ne vont pas pouvoir célébrer comme nous, parce qu'elles sont aujourd'hui enfermées avec des couvre-feux par rapport au Covid. Donc on est dans ça, on vit encore les affres du Covid, on va dire, que ce soit en Afrique comme sur tous les continents de la planète. Donc forcément, ça a un coût et ça se voit sur le rendu des gens. Mais je crois qu'ils pendant la fête. ont voulu garder la célébration, je ne sais pas. C'est bien de ne pas casser le mythe. C'est bien de ne pas casser le mythe. Voilà, parce que c'est vrai que chaque année, pour garder le moral. Le moral, c'est surtout. ça, Bien rentrer exactement. en 2021. Parce que même dans la lutte contre la Covid, il est important que mentalement, on soit ne soit fort. pas stressé, on soit fort. Parce que les Asiatiques que je connais Par très bien contre- disent, l'esprit domine la chair. Bien sûr, mais par contre, il ne faut pas, on le disait sur ce plateau, relâcher les mesures barrières. Parce Ouais, qu'on ça, voit, là, on a voit un petit vu peu. les autorités toutes protégées, c'est sûr, même si elles étaient à moins d'1 mètre, mais au moins elles avaient leur cache-nez. Mais les populations, ça reste un peu encore laissé aller, sensible. On doit les sensibiliser encore un peu quand on voit sur ces images-là, sans masque,
C'était un mélange de masque et de cache-nez. Oui, on l'a bien compris. C'est une bonne chose pour la population et ça donne une note d'espoir pour 2021, totalement. Merci Sophie Aïda, merci beaucoup. Shine, shine. Ça ne pouvait pas mieux tomber sur ce soir. D'ailleurs, on vous promet des émissions pour les fêtes de fin d'année aussi. Je ne peux pas vous en dire plus, mais bon, Live TV a prévu 2-3 petits rendez-vous comme ça pour vous. Ça va être difficile de vous en dire plus. Ouais, ça va être difficile. Ça va être difficile. Je suis voilà. Là, j'ai forcé un tout petit peu pour dévoiler un pan de ce qu'on prépare. Je suis un peu tout. C'est ce que vous allez dire. C'est ce que vous allez dire. Tu m'as ôté les mots de la bouche. Je m'en doutais. Alors, en sport, c'est la CAF avec la candidature de Jacques Anouma qui engage donc la bataille à l'élection à la présidence de la CAF. Yes, alors ce lundi 21 décembre 2020, devant la presse nationale et internationale à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères au Plateau à Abidjan, Jacques Anouma a officiellement donc annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de la CAF en estimant son projet, je cite, ambitieux, réaliste et viable. Et il s'est engagé pour, je cite, une gestion moderne, responsable et surtout transparente de la CAF. Alors il a baptisé sa stratégie schéma tactique de base 4-4-2 évolutif. Pour les pros de foot, est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Non, du point de vue de la nomenclature, c'est bien choisi. Exactement. Alors ce schéma consiste dans le foot à avoir sur le terrain 4 défenseurs, 4 milieux de terrain et 2 attaquants. Donc pour lui, ce sera une équipe composée d'un comité de sages encadré par le gouvernement avec à sa tête le président de la République, bien sûr, le Premier ministre, ainsi que toute la diplomatie mise en œuvre autour donc, de cette candidature. Il a également le soutien de l'UNGCI, qui est l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, au niveau de sa campagne médiatique. Et en ce qui concerne le ministre des Sports, Dao Poulain, il considère, je cite, que la candidature de Jacques Anouma à la présidence de la CAF est une cause nationale. Alors, il y a eu plusieurs réactions, évidemment, depuis donc, cette annonce officielle, notamment celle d'Omer Déoulé, qui, on le sait, le président intérimaire de la FIF, qui a dit, je cite, « La FIF assure Jacques Anouma de son soutien et lui souhaite franc succès. C'est un gagneur, il faut qu'il exporte son expertise. » Et puis Ali Koulibaly, ministre des Affaires étrangères, lui aussi s'est exprimé. Et puis il a dit « Je me réjouis que, quelles que soient nos appartenances politiques, nous nous rassemblons autour de notre frère Jacques Anouma. La diplomatie ne saurait être en reste. Elle est tout aussi mobilisée que tous les secteurs de la Côte d'Ivoire. La diplomatie jouera sa partition. » C'est important de le signaler, d'autant plus que les batailles futures de lobbying et autres démarches diplomatiques devront avoir comme socle l'unité autour de la candidature, l'unité des Ivoiriens autour de la candidature de Jacques Anouma. Et de 54 fédérations africaines, parce qu'il va falloir, évidemment, pour Jacques Anouma, convaincre ces 54 fédérations pour être élu président de la CAF. Donc je voudrais quand même rappeler que la validation des candidatures pour l'élection présidentielle donc de la CAF aura lieu le 12 janvier 2021 et l'élection est prévue le 12 mars 2021. En tout cas, en termes de personnalité, Jacques Anouma rassemble des avis favorables, de très nombreux avis favorables autour de sa personnalité. De personnalité et d'expérience aussi, parce que ça fait quand même un bon moment qu'il est dans le milieu du football africain, donc il a même tenu tête à Issa Yatou, qui était le tout-puissant à la tête de cette CAF pendant de nombreuses années. À un moment, on le voyait un peu comme le dauphin légitime. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc oui, je pense que c'est le moment, comme on le dit en Côte d'Ivoire dans le coupé-décalé, un petit clin d'œil à Abou Nidal. C'est les grands moments pour notre très cher Jacques Anouma. D'ailleurs, j'ai beaucoup le shooting photo. Bon, allez, on va laisser Edith Brou. Non, je ne suis pas une spécialiste du foot, mais à l'entame, j'ai tout de suite été frappée et touchée par la qualité des photos de campagne, ce bleu qu'il porte avec maestria, la coupe de sa veste. Je pense qu'il ferait pâlir de jalousie les meilleurs tailleurs anglais. Franchement, nickel. Non, et puis il dégage un charisme, de l'assurance. Vraiment. Exactement. Et je pense que ce serait une consécration pour le sport, le football ivoirien. Vous n'avez jamais dit ça de moi, quand même, sur ce plateau. Et je pense que ce serait une consécration pour le football. Tu es le plus charismatique. Je peux continuer. Est-ce qu'elle peut terminer, s'il vous plaît? Je sais que vous adorez.
Ce serait Je pense que ce serait une consécration pour le football ivoirien. Pour le football ivoirien de l'avoir en tout cas à la tête de cette organisation. Ouais, même si tu n'y connais pas grand-chose, mais ne serait-ce Oui, que non, par les photos. l'avoir comme ambassadeur en tout cas à ce niveau-là, ça ferait plaisir. Elle est séduite. Ouais, Elle est séduite. séduite. Exactement. Après, ça fait 40, voire 45% du travail, hein, je veux dire, les photos lors d'une campagne. Voilà, Après, je pense qu'il y a la des candidatures, communication. d'autres candidatures ouest-africaines. Oui. Bon, l'idéal aurait été d'avoir peut-être une seule Pourquoi pas notre candidature. Camerounais? Je rigole. J'ai rien contre le Cameroun, mais la Côte d'Ivoire Il n'y a pas de Camerounais candidat, donc ça va. Non, parce que je veux dire, à un moment, Oui, oui, yeah. je vais même boire de Oui, l'eau, boire de l'eau. parce que ça me fait trop penser à 30, Cameroun 30, Cameroun 30. À la tête, c'est... Non, nous sommes Qu'est-ce des qui se trentenaires. passe, nous. Ouais, c'est- ouais, Non, je suis tellement pas concerné par ce débat Cameroun et tout ça que j'ai décidé de chercher la posture que vous aimez tant, donc je sais pas de ballon. Ça va désormais s'appeler la posture la Jacques Anouma. Il faut que tu portes du bleu en plus. Ouais, il faut que je porte du bleu, d'accord. Quand je porterai du bleu, je serai avec... En tout cas, on est tous derrière lui. Absolument. Et, Oui. Voilà, je pense qu'il a. Mais il faut Il a dire ce qu'il que faut. il va falloir qu'il bataille parce que Ouais. tel que les choses se c'est pas présentent, gagné, hein. c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Hein. C'est pas un Je long pense qu'il y a le Sud-Africain, là, le milliardaire, là. Oui, là, Motsepe, lui, voilà. son lobby, C'est pas gagné. Tu es séduite, on dirait. il est fort. on Non, a- non, Ok. non, moi c'est Jacques Anouma. C'est le mot de la... du tout l'étape, séduite. 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 Juste pour les photos de campagne. Ouais, merci Anna pour le bien que Admiratif. Non, mais moi, c'est séduite par Admiratif. Brice. hein, Voilà. c'est S'il vous différent. plaît, s'il vous plaît. Admiratif. Est-ce que vous plaît sur le plateau Moi, c'est séduite par Brice, c'est différent. Oh là là. C'est pas Jacques Anouma. On appelle ça du faillotage. c'est pas du faillotage, elle dit ce qu'elle pense. Et j'aime ce qu'elle dit. Merci Rayana. Je t'en prie. Plus 1, Voilà. c'est ta moyenne. Voilà. Petit buzz pour vous. C'est tout pour l'actualité. On va maintenant parler d'immobilier dans notre micro-trottoir. Vous le savez, depuis quelques années, on a malheureusement constaté l'effondrement de nombreux immeubles, de plusieurs immeubles à Abidjan, provoquant parfois, malheureusement, j'en dirais encore, des pertes en vie humaine. À qui revient la responsabilité de ces drames? Nokana Paleka et Ange-Olivier Zagbaï sont allés recueillir vos avis sur la question. L'effondrement des immeubles en Côte d'Ivoire, la responsabilité revient essentiellement à la population et aux propriétaires qui, à mon sens, ne confient pas la construction des immeubles aux architectes. Parce que voilà des personnes qui sont formées, qualifiées pour monter des immeubles, mais malheureusement, la population, les propriétaires ne leur confient pas la construction de leur immeuble. L'effondrement des immeubles en Côte d'Ivoire, je pense que la faute est à nous-mêmes. Pour construire un immeuble, on ne construit pas un immeuble en 2 jours. Alors, le temps qu'il est donné pour faire sécher du béton, ce temps-là n'est pas respecté. Du coup, le béton n'est pas solide. Comme il y a toujours je retiens, et ce sont ces je retiens-là qui font que les immeubles s'écroulent. Je m'explique. Vous voyez, moi je vais construire un bâtiment. L'architecte ou alors le maçon, il vient, il me dit que pour construire ce bâtiment-là, il faut telle somme. Et moi je lui dis, mais fais un effort, il faut te débrouiller, mais moi voilà ce que j'ai. Il faut faire un effort pour me construire. Mais lui, il va construire avec les moyens du bord. Il y a des propriétaires irresponsables parce que même si l'architecte donne son avis et que le propriétaire passe outre pour faire ce qu'il a envie de faire, on ne peut pas toujours accuser l'architecte. Hein. Il a fait son travail, il a évalué les choses. Mais si le propriétaire ne veut pas, s'il y a 2 sacs de ciment et que le propriétaire impose 1 sac de ciment, les dégâts derrière, ce n'est pas l'architecte. L'architecte fera ce qu'il peut faire. Hein. Il fait avec les moyens de bord. Donc moi, je ne peux pas accuser l'architecte. Je pense que l'effondrement de façon récurrente des immeubles en Côte d'Ivoire, la responsabilité est au niveau du ministère d'abord. Parce que je pense que avant de construire un bâtiment, le ministère chargé de l'étude de la faisabilité, ce ministère doit pouvoir donner un OK. Est-ce que la terre est appropriée pour pouvoir supporter R+2, R+4, R+5? En Côte d'Ivoire, c'est le problème. Le problème, il n'y a pas de contrôle. Les gens font du n'importe quoi, ils construisent n'importe comment et n'importe où. C'est ça le problème. L'effondrement récurrent des immeubles en Côte d'Ivoire, pour moi, la faute incombe aux propriétaires. Parce qu'avant de construire une maison qui va abriter des vies, il faut se rassurer que ce que vous allez utiliser comme matériaux soit de bons matériaux. La faute aussi peut revenir aux architectes et aussi même aux maçons, ceux qui sont sur le terrain. On ne maîtrise pas totalement leur provenance, mais quelquefois, ils ne sont pas formés, quelquefois, ils ne sont pas professionnels. L'effondrement récurrent des immeubles est dû
La faute est due aux propriétaires parce qu'ils ne font pas des études approfondies pour voir si le terrain il est favorable ou non. Moi, je travaille dans la certification, donc je vois des cas où ils attendent qu'il y ait l'effondrement et après ils nous font recours pour voir si est-ce que voilà, il fallait construire ou non. Donc il faut absolument faire une étude bien approfondie. Si certains sont d'accord que l'architecte doit intervenir, après, à quel coût, à quel montant, où trouver même un architecte. Et puis, il y a des petits malins qui essaient de contourner un certain nombre de règles. On a rencontré tout cela dans le micro-trottoir. Et certains situent la responsabilité justement des effondrements au propriétaire qui, lui, devrait justement s'assurer qu'il n'y ait pas de risque, que tout soit bien, on va dire, balisé avant la construction de son immeuble brisé. Alors, pardon, excusez-moi. Le temps de vous remettre de vos émotions. Moi, je me dis, on en a déjà parlé, même sur ce plateau ici, hein, je veux dire, l'Ivoirien, de façon générale, en fait, qui aujourd'hui décide de construire ou quoi que ce soit, et je parle pour moi, on se sent quand même assez loin du terme et de la profession d'architecte. Même quand on décide de construire. Je ne sais pas si c'est culturel, je ne sais pas si c'est parce que on n'a pas eu beaucoup de communication autour de ce métier-là, mais quand vous entreprenez des travaux au niveau du bâtiment, vous avez un contremaître qui est très expérimenté. Allez, ça suffit vous amplement. Dites contremaître, le thème exact, c'est maçon. Voilà. Mais bon, le patron des maçons qui va travailler, c'est le contremaître. Voilà. Donc, s'il est super expérimenté, qu'on vous l'a recommandé parce qu'il a construit 2-3 immeubles ça et là, avec des bambous, vous dites, allez, tiens, pourquoi pas, on y va. Et pendant longtemps, il y a eu cette sorte de, on va dire, d'anarchie dans le secteur où on permettait un peu à tout le monde de construire. Aujourd'hui, je crois que c'est réglementé. La vraie question, c'était à un moment donné, est-ce que les gens ne sont pas tournés vers ces maçons et autres, parce qu'il y avait une forme d'élitisme. Non, mais totalement. Oui, mais bien sûr, quand vous ne connaissez pas quelque chose, c'est clair que vous ne connaissez pas les réalités. Et comme vous parlez d'élitisme, effectivement, on se dit, mais ça coûte trop cher d'avoir un architecte. Alors que souvent, le maçon va tellement vous voler que ça peut même vous coûter. Et parfois, on n'est pas assez informé. On n'est souvent pas assez informé, on ne sait pas spécialement à qui s'adresser, on ne sait pas spécialement c'est quoi justement le processus, la procédure. On n'est pas assez informé parce qu'on ne va pas chercher l'information. Je pense que tu as parlé du fait qu'on va généralement vers le maçon qui finalement nous coûte plus cher, mais c'est peut-être dû au fait que est-ce que les conditions même avant de construire ou même faire de la recherche même d'un appartement ou d'une villa, les conditions même de location, est-ce que le secteur il est assez réglementé, formalisé avec des contraintes telles qu'on n'a pas le choix d'aller voir et prendre les services d'un architecte. Donc, il y a du laxisme aussi. Il y a le volet... Oui, on file le tour de table avec vous, Sophie. Voilà, moi, je pense qu'il y a le volet recherche d'information ou non-information, et puis il y a le volet aussi du travail de l'État, hein, de réglementer, d'implémenter, de demander une manière de faire, un processus à suivre pour pouvoir construire. Il y a peut-être le volet responsabilité, des gens qui savent ce qu'il faut faire. Oui, après, oui, totalement. Voilà. Oui, bon, ça, oui. En tout cas, toutes ces questions, je crois qu'on aura l'occasion certainement d'avoir des réponses en compagnie de notre invité. Je rappelle donc qu'il est président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Il sera avec nous sur ce plateau-là et avec lui, il sera question d'immobilier, de construction, d'architecte. Du mot architecte, c'est pas un manawa, c'est pas un maçon, c'est pas un contremaître, c'est un architecte. C'est quoi la différence? On saura tout ça. Nous sommes de retour dans les studios de Live TV aux couleurs de la magie de Noël, des fêtes de fin d'année, avec toutes les lumières, toute la déco qui va avec. Vous n'avez pas remarqué que ça a une influence même sur notre moral, sur notre humeur. Ça rend un peu bon enfant. Oui, c'est très très bien. Et je crois que notre invité ne dira pas le contraire. Et on va le recevoir juste après ça. Monsieur Abdoulaye Dieng, notre invité, je vous le disais, il nous a rejoint autour de cette table. Il est président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur Dieng. Bonsoir. Bon, on espère donc justement que toute la féerie, toute la magie qui est dans ce plateau-là arrivera. Ça marche, on a la réponse. Je suis très impressionné par vos locaux. Merci beaucoup. On sent qu'il y a un architecte qui a travaillé. Il y avait du placement de produit à la fin. Je me disais à quel moment ça arrivait, mais bon, finalement ça arrivait.
Il y en a eu deux, on verra s'il y en a eu deux. Il y en a eu deux. Voilà, pour tout vous dire, il y a eu deux. J'ai l'information juste. Donc, les règles ont été respectées. Ils ont moins de 30 ans, si je me souviens bien, ces deux architectes qui deux ont travaillé. Deux jeunes, oui. Oui, bien sûr. Bon, alors, monsieur Dieng, on est content de vous recevoir parce qu'on a un bon nombre de questions. Hein. Les Ivoiriens se posent un bon nombre de questions et je pense que votre présence sur ce plateau-là arrivera à éclairer la lanterne des uns et des autres. En tout cas, nous le souhaitons. En tout cas, nous assistons depuis un moment, on lisait donc à l'effondrement d'immeubles dans la ville d'Abidjan, on en parlait dans le micro-trottoir. Selon vous, pourquoi ça s'explique tout ça? La question relative aux effondrements d'immeubles, nous en avons débattu quelques fois ces derniers temps. Et le ministre de la Construction lui-même s'y est attelé. La cause essentielle, vous l'avez dit, je l'ai entendu dans le micro-trottoir, c'est l'absence d'architectes. L'absence d'architectes, l'absence d'ingénieurs. L'ingénieur est là pour la stabilité des constructions. L'architecte conçoit et l'ingénieur ne peut pas intervenir tant que l'architecte n'a pas fait sa conception. Donc l'architecte est le chef d'orchestre du processus de l'acte de bâtir qui englobe les ingénieurs, les géomètres, les labos techniques, j'ai entendu ça aussi. Donc, s'il y a absence d'architecte, ça pose problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suivi de chantier. Et la cause première, c'est ça, c'est l'absence d'architecte, d'ingénieur et un client qui utilise des techniciens, voire des maçons, comme vous dites, pour construire des bâtiments pour lesquels ils n'ont même pas obtenu le permis de construire. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun bâtiment qui s'est effondré de par la faute d'un architecte ou d'un ingénieur. Donc la bataille qui est la nôtre aujourd'hui, ainsi que celle du ministère de la Construction, c'est d'aller vers ce circuit informel qui pose beaucoup de dégâts. Quand on sort de la question du micro-trottoir, M. Dieng, souvent on a l'impression de détenir la définition d'un terme, ou bien c'est une définition populaire sans qu'on en connaisse le vrai fond. Un architecte, qui sait? Pour certains, c'est celui qui dessine les plans d'une maison. Pour d'autres, c'est la personne qui contribue à ce que le maçon puisse placer une brique là où il faut. Concrètement, pour aujourd'hui, c'est quoi un architecte? Je vous remercie pour cette question. Elle est très importante parce que nous essayons au maximum, autant que faire se peut, de démocratiser notre métier parce que j'entends l'architecte coûte cher, l'architecte... Bon, il n'en est rien. L'architecte fait faire des économies. Une fois que je vous aurai expliqué un peu comment ça fonctionne. Bon, donc, mais déjà une petite anecdote en ce qui me concerne. Comment je suis arrivé à être architecte? Mon père était entrepreneur et j'avais 10 ans, 11 ans, j'allais avec lui sur les chantiers. Et vous savez, à cet âge-là, vous mettez votre père sur un piédestal. Pour moi, mon père peut tout faire. C'est un demi-dieu. C'était un demi-dieu. Et puis un jour, sur le chantier, j'ai vu quelqu'un, un Européen, qui était en train de le réprimander. C'est la première fois que je voyais ça. Je dis, mais aux ouvriers, qui c'est ce monsieur qui engueule papa? Il dit, c'est l'architecte. Ah. Donc pour moi, il y avait quelqu'un de plus grand que mon père. Le soir, quand on arrive à la maison, je dis, papa, tu me demandes toujours qu'est-ce que je veux faire. Ben, maintenant, je sais ce que je veux faire. Il dit, ah bon, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, je veux faire architecte. Il dit, ça va, j'ai eu ma dose, va te coucher. Je veux donner des ordres. Donc à partir de là, j'ai su qu'il y avait quelqu'un au-dessus et que c'est lui qui maîtrisait en fait le processus de l'acte de bâtir. Et donc j'ai eu ma vocation dès cet instant-là. Bon, pour revenir à votre question proprement dite, l'architecte, c'est l'homme orchestre. Hein, c'est l'homme orchestre, c'est le metteur en scène du processus de l'acte de bâtir. Pour arriver à ses fins, il s'entoure d'ingénieurs pour la stabilité du bâtiment. Et il peut s'entourer aussi d'ingénieurs électriciens, ingénieurs acoustiques, s'il y a besoin d'acoustique, comme dans ces locaux-là, et d'architecture intérieure. Il fait appel à des géomètres pour faire le relevé de votre terrain
Il faut s'assurer que vous travaillez sur votre terrain, non celui du voisin. Ça est arrivé, il y a des cas où vous avez construit sur le terrain qui ne vous appartient pas. Et là, ça relève du domaine de la justice. Donc, l'architecte contrôle tout ça. Il fait faire des études de sondage du sol pour être sûr que votre sol a la bonne capacité porteuse. Parce que vous pouvez être dans un même périmètre et avoir des capacités de sol différentes en termes de portance. Donc c'est pour ça qu'on fait plusieurs sondages. Parce qu'ici peut être bon, mais là, vous pouvez avoir du sable et à ce moment, la fondation ne tient pas. Je crois que je sais maintenant pourquoi c'est marqué maître d'ouvrage sur... Voilà. Mais justement, le maître d'ouvrage, c'est le client. Le maître d'ouvrage, c'est le client. Et le maître d'œuvre, c'est l'architecte. C'est les œuvres de l'esprit. Donc, parce que l'architecte, c'est un métier à la fois hybride, qui est hybride, ça veut être technicien et artiste à la fois. Exactement. L'architecture, c'est pas mais des arts. Vous avez il y a la sculpture, le dessin, la peinture, la musique, ensuite la littérature. Il faut terminer par le cinéma, qui est le 7e art. Exactement. Monsieur Dieng, vous avez parlé du choix, en tout cas, d'un architecte dans la construction. Est-ce que finalement, le problème du fait de ce contournement pour les usagers qui préfèrent passer par, comme on l'a dit sur ce plateau, soit un contremaître ou un maçon, est-ce que ce n'est pas dû au fait que la loi oblige chaque Ivoirien qui souhaite construire un bâtiment à usage d'habitation ou professionnel, est-ce que la loi oblige l'Ivoirien à avoir recours à un architecte sous peine de sanction? Oui, la loi oblige. La loi du 3 août 70 qui a constitué l'ordre des architectes a été renforcée par la loi du 19 novembre 2018 qui fait obligation pour toute construction de prendre un architecte. Avant, pour des surfaces ne dépassant pas 170 mètres carrés, on pouvait encore se passer d'architecte. Mais c'est bien pour les pays développés, parce que les pays développés, en plus des architectes, ils ont des gens, des dessinateurs qui ont travaillé pendant des dizaines d'années chez les architectes et ensuite qui peuvent passer un diplôme s'approchant. Mais est-ce que la délivrance du permis de construire est liée obligatoirement à la présence dans le projet d'un architecte? Parce qu'on voit beaucoup de permis de construire, des pancartes. Est-ce que chacun de ces permis de construire est lié à la présence d'un architecte? Oui, dès l'instant où vous voulez avoir un permis de construire, il vous faut un architecte, mais c'est pas... C'est pas obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire, mais il y a des voies c'est contourné par moment. Et c'est là que le bas blesse. Nous avons été repris un peu par le ministre de la Construction, nous demandant de faire un peu le nettoyage en nos seins. Et ce que nous avons fait, nous sanctionnons les architectes qui font des signatures de complaisance. Mais il n'y a pas que ça, il y a des réseaux aujourd'hui parallèles. Et nous sommes en train de saisir les autorités par rapport à ces réseaux-là qui s'adonnent à des fausses signatures en imitant les signatures des architectes. Il y a des réseaux. Sophie Aïda. Justement, en parlant de ces réseaux et de ces détournements de voies, les personnes les individus qui ont contacté des pseudo-architectes ou des maîtres, vous avez dit tout à l'heure des maçons, ou non, parce qu'ils sont maîtres d'ouvrage, pour construire un immeuble par exemple, et l'immeuble s'effondre. Aujourd'hui, à qui revient la responsabilité de cet effondrement? Mais l'effondrement vient... Est-ce que ça revient au client, au maître d'ouvrage ou à la personne qui l'a commissionné pour la construction de son immeuble, par exemple? L'effondrement vient d'abord au maître de l'ouvrage et ensuite à la personne qui l'a commissionné. Nous avons aussi un petit problème avec les architectes d'intérieur, ça il ne faut pas le cacher. Il y a eu quelques effondrements qui ont été des effondrements d'immeubles qui sont liés à des architectes d'intérieur qui ne sont pas des architectes. Les architectes d'intérieur, c'est une composante du métier d'architecte. On les utilise pour l'intérieur. Voilà, ici, ils peuvent intervenir, mais ils n'ont pas le droit de construire, ils n'ont pas le droit de toucher à la structure.
Et des jeunes architectes d'intérieur compétents se sont adonnés à la pratique de l'architecture et avec les effets malheureux que l'on connaît. Et certains ont payé le prix fort. Mais quand il y a un effondrement, les autorités font tout de suite la liste des intervenants et font la part des choses. Si il s'avère que le client a pris un non-architecte, il est coupable. S'il a pris un architecte, c'est sûr qu'il n'aura pas d'effondrement parce que, comme je dis, l'architecte prend un ingénieur et il travaille avec l'ingénieur. J'ai bien voulu dire que tous les immeubles qui se sont effondrés, c'était parce qu'il n'y avait pas d'architecte. Il n'y avait pas d'architecte, il n'y avait pas d'ingénieur. Ça, c'est clair, c'est net. Mais... Un ingénieur ne vous laissera jamais construire ce qui va s'effondrer parce que c'est sa vie même qui est en danger. C'est comme l'architecte. L'architecte, dès l'instant où il signe un permis de construire, il est obligé de suivre le chantier. Et nous insistons avec les architectes pour leur dire que vous ne pouvez pas uniquement faire des plans, les donner à des clients et partir. Non, parce que vous êtes responsable du chantier. Il faut que le produit que vous avez conçu avec l'aval du client, après des mois de discussion et d'échange, il faut que ce produit soit conforme au produit qui sera livré. Donc l'architecte est obligé de suivre le chantier. Et quand il suit le chantier, il suit tous les intervenants, y compris l'ingénieur et l'entrepreneur. Et souvent, le problème vient aussi des entrepreneurs qui vous disent... il y a des bons entrepreneurs et des mauvais. Les bons entrepreneurs, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire sans l'architecte. Donc ils vous conseillent de prendre un architecte parce qu'ils savent que l'architecte leur donne tous les détails qu'il leur faut pour construire leur... Mais par contre, vous avez des pseudo-entrepreneurs ou qui sont plutôt des affairistes qui vous disent non, vous ne prenez pas l'architecte parce qu'il coûte trop cher. Mais en fait, ils ne veulent pas qu'il soit contrôlé. Parce que dès l'instant où il y a un architecte, l'architecte lui demande les papiers, les documents, et il veille à l'érection du bâtiment. Et s'il y a un problème, c'est l'entrepreneur qui paye. Ce n'est pas le client. Alors, mais quand il n'y a pas d'architecte, il a beau rôle de vous dire, bon écoutez, si vous ne me donnez pas telle somme, votre bâtiment va terminer et c'est là que le client est pris dans l'engrenage. Alors, selon ce que vous expliquez, avoir recours au service de l'architecte, c'est vraiment garantir justement la fiabilité de la construction. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que les usagers n'ont pas recours à vos services? Est-ce que c'est un problème d'accessibilité? J'ai même envie de dire, pourquoi on délivre des permis de conduire si c'est extrêmement... De construire, je dis quoi? Conduire. Désolé, quand je dis permis. Pourquoi justement l'État ne conditionne pas ça expressément? Non, mais en dehors de ça, pour la population, est-ce que c'est un problème d'accessibilité? Est-ce que c'est un problème d'information? Pourquoi est-ce que les usagers n'ont pas recours à vos services? Parce que c'est pas cher, finalement. Non, mais bon, je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'était pas cher. Non, franchement, on n'est pas cher. On essaie de démocratiser le métier. Et bon, pour répondre à votre question... Je souligne que vous dites, que vous dites on essaie de... Donc, vous dire qu'à un moment donné, il y a une forme d'évolution. Non. Par exemple, le ministre de la Construction nous a demandé, récemment, enfin, dans la nouvelle loi, après discussion, on a consenti à faire un effort pour les moins nantis. Donc, pour des bâtiments ne dépassant pas 55 mètres carrés. Et donc, inférieur à 6 millions. Voilà, donc on a des honoraires de 300 000 francs forfaitisés. Donc ça, c'est pour dire qu'on a fait un effort. Maintenant, le coût de l'architecte n'est pas cher. Et c'est parce qu'on ne connaît pas le contenu de sa mission. Le produit, si vous avez une villa à construire, on passe des mois à travailler sur les plans. Ensuite, après les plans archi, une fois qu'ils sont... D'abord, l'architecte vous vérifie que vous êtes en droit de construire, parce que vous voulez faire une officine, mais c'est du résidentiel. Donc vous devez demander un certificat d'urbanisme. Et les gens ne savent pas que c'est les clients qui doivent demander un certificat d'urbanisme. On fait déjà ce travail en amont. Souvent, ils n'ont même pas les papiers au point. Donc ça, c'est déjà la mission de conseil. Et une fois que vous avez le certificat d'urbanisme, l'architecte vous écoute et dit, bon, voilà, quels sont vos besoins. On traduit vos besoins fonctionnels ou esthétiques en un produit qui soit cohérent. Une fois que ça c'est fait, on vous aide à choisir
entrepreneur en faisant un appel d'offres restreint. On ne va pas prendre notre ami ou le premier venu, on regarde celui qui a le meilleur prix et les meilleures références. Et une fois que ça c'est fait, on suit le chantier jusqu'à la fin, jusqu'à la livraison. Mais je vais être pragmatique pour ceux qui nous regardent. Je vais bâtir une construction qui a un coût équivalent à 50 millions par exemple. Est-ce que vous définissez vos honoraires au prorata de la valeur du bien mobilier qui sera construit? Je prends 50 millions. Comment vous définissez vos coûts pour que ce soit un peu plus clair et explicite? Non, c'est simple, on a un barème. On a un barème qui est le barème de tous les architectes du monde entier, puisqu'on fait partie de l'Association internationale des architectes, l'Union internationale des architectes, et que vous allez au Mali, au Bénin, au Sénégal, au Mexique, au Brésil, ce sont les barèmes qui sont appliqués. Mais les barèmes, le taux est appliqué sur le coût de la construction et sur l'importance de la construction. Quand vous avez des bâtiments comme ça qui sont complexes, qui sont magnifiques, le taux est le même, mais les spécialistes qui vont intervenir ont leur coût également. Donc quand on dit par exemple que l'architecte prend un taux de 10%, il faut comprendre que dans les 10%, vous avez 65% qui sont dévolus à la conception et 35% pour le chantier. Mais dans ces 65%, ce n'est pas pour l'architecte uniquement. Il doit payer les ingénieurs qui vont travailler, tous les corps de métier qui vont travailler avec lui, en plus des charges de son cabinet et tout. Donc quand vous ramenez ça, vous vous rendez compte que ce n'est pas cher. Bon, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des clients qui touchent, des personnes qui touchent 5 millions, 10 millions par mois, et ça n'émeut personne. On trouve que c'est normal. Qui touchent ces montants et qui préfèrent ne pas prendre d'architecte. Qui préfèrent ne pas prendre d'architecte. Oui. C'est difficile à comprendre, mais ça arrive. Tandis que l'architecte, si vous lui donnez 10 millions, les 10 millions ne sont pas pour sa poche. C'est pour payer les intervenants qui vont travailler avec lui et les charges de son cabinet et ses impôts. Donc il nous faudrait plusieurs projets pour parvenir. Là, ici, par exemple, pour revenir à la question, je crois que vous avez demandé... Oui, la question était de savoir pourquoi finalement les usagers ne... Pourquoi les usagers, oui. Je pense qu'il y a un déficit en matière de communication. C'est pour ça que le bureau présent fait tout, c'est pour ça que je parlais de démocratiser. On doit aller vers la population. On est resté un peu trop longtemps dans notre tour d'ivoire en disant que bon, les lois sont faites et tout. Et effectivement, les lois ont été rédigées et la nouvelle loi impose encore plus le recours à l'architecte parce qu'ils se sont rendus compte que quand vous prenez un architecte, tout le processus de qualité suit. Et donc nous, le plateau d'aujourd'hui, pour nous, c'est une bonne occasion d'expliquer le métier et on doit le faire de plus en plus. Et nous avons créé récemment la première maison d'architecture d'Abidjan. Alors, Sophia Aïda a une question avant de revenir à la maison de l'architecte. Oui, alors moi, ma question, c'était de savoir à quel niveau l'architecte intervient lorsqu'on a un projet de construction. Parce que je vous ai entendu parler tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est au début, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas, cela. Donc, Oui, l'architecte est au début et à la fin. Okay. Dès que vous avez l'intention de monter votre projet, vous choisissez un architecte en qui vous avez confiance. En général, on dit, il y a une phrase, il dit, bon, on va voir son architecte comme on va voir son médecin. Okay. Donc vous prenez des renseignements sur l'architecte. Si vous n'avez pas l'enseignement, vous vous adressez alors des architectes qui peuvent vous en fournir. Mais c'est vraiment du bouche à oreille. Et puis c'est les projets qui sont réalisés qui sont votre meilleur ambassadeur. Vous voyez. Donc une fois que vous avez repéré votre architecte, dès le début, vous montez votre projet, il vous accompagne à tous les niveaux, au niveau administratif, au niveau conceptuel, au niveau suivi. Et il est à même de vous conseiller sur même le choix du terrain. Okay. Ouais, si vous avez un terrain, par exemple, en pente, c'est différent d'un terrain plat. Ouais. Vous avez un terrain en pente, mais vous avez un budget qui ne vous permet pas de construire sur un terrain en pente. Vous avez peut-être un type de bâtiment qui n'est pas forcément celui qui est... Les terrains les plus économiques, ce sont les terrains plats. Là, vous pouvez faire votre projet comme vous voulez, avec un minimum de pente. Mais dès l'instant où vous avez un terrain plat, en pente qui est magnifique,
mais qui demandent des murs de soutènement pour tenir les terres et pour les écoulements des eaux et tout, ça revient cher. Donc pour le même budget, vous n'y arriverez pas. Vous êtes obligé d'augmenter votre budget ou de changer de terrain. Alors l'architecte vous dit, hein, là vous ne pourrez pas, pour ce budget, vous ne pourrez pas faire votre opération, il faut qu'on en trouve un autre terrain. Monsieur le Président, vous parliez, avant de passer la parole à Nancy, vous parliez tout à l'heure de promouvoir, de démocratiser, c'est le terme que vous avez utilisé, le métier d'architecte. Est-ce que vous vous êtes pas rendu compte au niveau de l'ordre qu'effectivement, vous parliez de Taux d'Ivoire, que vous répondiez aux besoins d'une certaine classe de nantis? Oui, disons que c'est l'étiquette qu'on nous a collée, mais c'était pas la réalité. Mais c'est un peu de notre faute parce que nous n'avons jamais pris le parti d'aller vers la population et d'expliquer notre métier. Nous avons pris tout pour acquis en fait. On s'est dit bon, il y a une loi qui oblige toute personne qui veut construire à prendre un architecte, mais en fait il faut que cette loi soit appliquée dans son intégralité. Au début de notre mandat, nous avons recensé, nous avions à peine 10% de ce qui se construit à Abidjan. Et nous avons eu la chance d'avoir un ministre de la Construction très ouvert qui est à l'écoute, avec qui nous avons des séances de travail et à qui nous avons exposé nos problèmes. Bon, aujourd'hui, nous avons le dernier recensement qu'on a fait sur la ville d'Abidjan, nous sommes à 20%. C'est-à-dire qu'il y a un léger... Ça commence à prendre, mais il faut que ça continue. Mais il n'y a pas que le ministère de la Construction, il faut que les architectes eux-mêmes viennent sur les plateaux, profitent de chaque occasion qui leur a donné de s'exprimer, d'expliquer leur métier et de dire « Non, on n'est pas cher, venez nous voir, nous allons vous expliquer notre travail ». Et ce qu'il faut savoir, c'est que les honoraires, bon, sont négociables, on ne va pas dire de moitié, mais on peut faire des efforts. Vous voyez, et le conseil qu'on va vous donner vaut aussi de l'or, parce que contrairement aux avocats, on ne paye pas à l'heure les conseils. On peut vous donner... On passe des visites de chantiers, de sites. À Benjerville, ça nous prend une journée. Et on revient, pour vous, ces frais ne sont pas payés. Mais par contre, ça vous situe sur la possibilité, la capacité de faire votre projet. Après, certains diraient où vous trouvez. Donc, on sait, vous parlez de médecins, on sait où les trouver, les médecins. Mais où vous trouvez et est-ce que vous savez à peu près combien d'architectes on a en ce moment en Côte d'Ivoire? Oui. Bon, nous sommes situés sur juste sur la route de comment dire ça, sur la route de la télévision, à côté de l'immeuble Carbone comme on dit. Et vous connaissez cette immeuble Carbone, voilà, Cocody. Donc pour celui qui recherche un architecte, il vous retrouve là-bas? Oui, il retrouve là-bas. Nous avons notre sigle Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Vous savez combien d'architectes en ce moment maintenant, les cabinets sont disséminés un peu partout dans la ville. Moi, mon cabinet se trouve au plateau. Les collègues qui sont là ont leur cabinet à Trècheville ou Marcory, et ainsi de suite. Et nous savons, oui, nous recensons les architectes nationaux légalement constitués, parce que notre bataille concerne les architectes étrangers qui... Et vous parliez tout à l'heure, monsieur. Je vais juste finir pour dire qu'effectivement, nous sommes 200 architectes. 200 architectes, ce n'est pas suffisant. Un pays comme la Tunisie, qui a 10 millions d'habitants, a 5 000 architectes. Wow. Comprenez? C'est que nous payons toutes ces années de crise que nous avons connues où les gens ne s'intéressaient plus au métier d'architecte. Les gens se sont intéressés au métier d'architecte dès 2011, quand les affaires sont reparties avec... Je vous pose une question rapide sur ça. Est-ce que c'est parce que les études coûtent cher? On peut... Ça dépend de ce que vous appelez coûte cher. Bon, ça coûte 3,5 millions à 4,5 millions l'année. L'année, voilà. D'accord. on a vu. Bon, et ensuite, nous avons une école d'architecture à Abidjan maintenant depuis 5 ans et nous allons avoir nos premiers diplômés dans 2 ans. Elle est située où, l'école? Elle est située dans l'enceinte de l'Ordre, sur un terrain à côté, mais avec des entrées différentes. Et c'est une école qui est reconnue sur le plan international avec l'école Les Hameaux de Lomé.
Ouais. Et donc, vous n'avez plus besoin d'envoyer vos enfants à l'étranger. Voilà. Ça coûte beaucoup moins cher. Ça coûte beaucoup moins cher. Moi, j'ai une question, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on a 200 architectes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais depuis quelques années, nous assistons à un boom immobilier avec la construction de logements sociaux, justement pour résoudre ce problème, le déficit de logement en Côte d'Ivoire. Est-ce que les architectes sont impliqués dans ces projets, sachant qu'on n'en a que 200 ? Et je veux dire, en fait, j'essaie de voir comment est-ce qu'ils font à juste 200 architectes pour gérer et ces projets-là qui sont quand même colossaux et les projets d'individus. Globalement, votre implication dans les questions des projets des logements sociaux. Oui, la loi qui nous a constitués est valable pour tout type de projets. Que ce soit les projets immobiliers, les projets sociaux, comme les grands projets. Et je peux vous dire que 200 architectes peuvent faire du travail parce que si les 200 architectes, bon, on n'est pas tous architectes installés. Il y a 200 architectes, mais il y a des salariés, il y a des fonctionnaires. Il doit y avoir une cinquantaine de cabinets installés. Mais ces cabinets installés ont besoin de grandir, puisque nous avons des diplômés qui sortent, nous avons du travail à leur donner. Et si nous avons des projets d'une certaine envergure, nous pouvons employer d'autres architectes. Vous voyez, en France, en Europe, vous avez des cabinets de 100 architectes, 200 architectes. Ouais. Donc tout dépend de la force de frappe du cabinet. Alors, Monsieur le Président, on va aborder la question des faux architectes. Vous en parliez tout à l'heure, vous en aviez détecté certains qui signaient des documents, qui avaient des fausses signatures. Déjà, comment vous les avez repérés? Aujourd'hui, comment on peut, en tant que citoyen ordinaire, faire la différence entre un bon et un moins bon Quels sont les critères pour pouvoir identifier un véritable architecte, mais professionnel, on va dire? Quand vous dites un véritable, c'est pas un faux. Non, pas un faux architecte, mais qui a des compétences et qui a vraiment le curriculum qui permet de... par exemple, agrément, exactement. Bon, déjà, merci de me poser cette question. Déjà, assurez-vous que l'architecte qui vient vous voir ou qui se fait passer comme architecte a sa carte d'architecte. Ça, c'est la carte, l'architecte ne peut pas être falsifié. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez parlé de falsification de certains documents? Non, il falsifie les tampons. Ok. Ils falsifient les tampons parce que ça passe dans des commissions et puis bon, il y a des choses qui se passent. Aujourd'hui, il y a une base de données d'ailleurs, avec sa carte, vous pouvez taper maître, non pas maître, vous pouvez taper... vous pouvez dire maître avant, on nous appelait maître. Justement, c'est pour ça que je me suis perdu. Monsieur Maître Conan, Conan Brice, c'est une base de données, on regarde, ils sont 200, hein. C'est pas très, pas très difficile de le retrouver, sur le fichier répertorié, on peut le retrouver. En ligne. Tout à fait, non. Et puis là, nous avons un site qui est en préparation, je pense qu'il sera opérationnel début janvier, où vous pourrez avoir toutes les informations relatives au métier et aux architectes que vous voulez consulter. J'ai une question, vous parlez comme Edith Bro, une question pour être très, très pratique et pragmatique. Vous circulez dans Abidjan et vous apercevez un immeuble. Vous-même, en tant qu'architecte, vous vous rendez compte que cet immeuble-là n'a pas respecté. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Comme je vous dis, nous avons des séances de travail avec le ministère de la Construction. Nous les saisissons quand il y a des cas comme ça et ensuite, c'est au ministère de faire son travail. Nous ne pouvons que leur apporter l'information. Nous ne pouvons pas avoir des brigades pour faire arrêter, mais nous signalons tout projet qui rentre dans ce cadre-là. Il y a eu un cas pratique à Abidjan où un immeuble, où vous avez dénoncé donc sa mauvaise construction, le ministère est intervenu, l'immeuble a été détruit? Oui, il y a des immeubles qui ont été détruits. Et dans quel quartier, je ne saurais vous le dire, mais je sais qu'on a fait arrêter des opérations du côté de la Riviera Sainte-Famille. Oui. Voilà, il y a des projets qui ont été arrêtés.
et qui vraisemblablement seront démolis dans un certain laps de temps. Et moi, je voudrais revenir rapidement sur vous avez évoqué les architectes, non, les décorateurs d'intérieur qui, pour certains, les architectes d'intérieur qui, pour certains, se prévalent en tant qu'architectes en tant que tels. Est-ce qu'il existe un conflit entre les deux corporations ou quel est l'état des lieux? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de mésentente. Oui, c'est plus fort que ça. C'est pas de la mésentente, c'est de la malversation. À ce point-là? Oui, parce que nous avons eu à faire des interventions dans les journaux. J'ai même dénoncé la pratique déloyale de certains architectes d'intérieur. Est-ce qu'il existe un ordre des architectes d'intérieur? Est-ce qu'il existe un ordre? Non, il n'y a pas. Justement, la question est essentielle. Oui. Essentielle, il n'y a pas d'ordre d'architectes d'intérieur. Il y a un ordre des architectes. Les architectes d'intérieur ont une association, ont une chambre. Mais comme vous voulez la question, je suis obligé de le dire, ils sont dirigés par un président qui outrepasse ses droits et qui se fait passer comme Conseil national de l'ordre des architectes, alors qu'ils ne sont pas un conseil, c'est vraiment du délit. Et c'est de la tromperie. Mais qu'est-ce que fait le ministère de tutelle face à ces situations? Nous avons dénoncé, nous avons pris les dispositions, nous interpellons la population à ce sujet-là. C'est pas légal, légal, donc je me dis... Nous avons des actions que nous avons menées en justice contre... Il y a eu des suites. Voilà. Nous sommes dans une procédure, je ne peux pas tout vous dire, mais il faut que ça s'arrête, parce que c'est vraiment nuisible non seulement à la corporation, à l'ensemble des architectes, mais également ça pose problème aux clients. Parce que les clients... C'est dans le sens que ça ne marche pas, en fait. Les architectes peuvent être des architectes d'intérieur, mais les architectes d'intérieur ne sont pas forcément... Exactement. Parce que les architectes d'intérieur sont une composante des architectes. C'est né d'où? C'est né du fait des grands projets, par exemple, comme ceux-ci, ou le château de Versailles à l'époque. L'architecte ne pouvant pas tout faire, on a commencé à découper, à segmenter, à spécialiser, voilà. Et les architectes d'intérieur sont arrivés dans ce cas-là. Après les architectes d'intérieur, vous avez des architectes paysagistes, qui font les jardins. Mais tout cela, tout le contrôle de l'architecte en chef. Parce que le paysagiste ne peut pas venir me faire un jardin Louis XIV alors que je veux un jardin du type Bali. Vous voyez, donc je contrôle toujours les différents intervenants. L'architecte d'intérieur ne peut pas venir me mettre une tenture chinoise ici alors que je veux un cadre comme ça. Donc il travaille toujours sous la coupe, sous la férule de l'architecte en chef. Mais dans ce cas... Mais sauf dans les cas où vous ne prenez pas d'architecte, vous faites de la rénovation. Oui. Une rénovation intérieure ne nécessite pas forcément un architecte, mais fait appel à un architecte d'intérieur. Il reste dans son cadre, mais il ne peut pas démolir l'immeuble ou bien démolir des murs, parce qu'il n'est pas censé savoir si ces murs sont porteurs ou non. Mais par contre, il peut changer les matériaux, il peut disposer, il peut agencer autrement. Voilà. Mais ce que je ne comprends pas, c'est de façon logique. C'est la dernière question pour l'émission. De façon logique, si l'architecture d'intérieur est une spécialisation de l'architecture, pourquoi est-ce que les architectes d'intérieur ne font pas simplement partie de l'ordre des architectes? Bon, c'est des questions vraiment très pertinentes ce soir. J'espère qu'on aura l'occasion d'en débattre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. La question a été posée. La question a été posée et il appartient aux architectes d'intérieur de savoir où ils veulent se mettre. En France, il y a le Conseil Conseil supérieur des architectes d'intérieur. Au Québec, il y a aussi le Conseil... Bon, parce qu'ils sont un certain nombre... Là, on est en train de terminer l'émission. Ils sont un certain nombre et ils se disent on peut le faire. Ici, nous ne sommes pas contre, mais ça dépend des architectes d'intérieur eux-mêmes. On voit clairement que ça provoque une réflexion. Et vous disiez tout à l'heure que des actions sont menées, donc on va suivre de près ces actions-là pour que tout le monde soit éclairé. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir été avec nous. Président donc du Conseil national de l'Ordre des architectes. Voilà. Oui, en fait, c'est président de l'Ordre des architectes. Le Conseil national, c'est le bureau exécutif. D'accord. Donc on va dire président du Conseil de l'Ordre des architectes.
une information. Bientôt, on dira président de l'ordre des architectes. Tout simplement. Voilà, parce que le Conseil national, en fait, c'est le bureau. Il y a le bureau qui est de 12 membres qui gère la corporation. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Merci à vous, merci de m'avoir reçu. Et je suis vraiment ravi de ce talk show. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, je vous le promets. Il y en aura d'autres. Et je vous remercie également pour la pertinence des questions. Merci beaucoup. On a été très heureux d'être en votre compagnie, très heureux d'avoir reçu Monsieur le Président. Mes collaborateurs, collègues, amis autour de cette table, chroniqueurs, journalistes, toutes les équipes techniques et éditoriales se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de soirée sur Live TV. Prenez soin de vous, prenez soin de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous garde. Merci. Cha